effectivement, je suis chercheur à INRAE, basé à Bordeaux, mais je connais quand même un certain nombre d'entre vous, pour avoir travaillé avec eux. Et donc, je vais aborder ce sujet de la dépendance de la production agricole et alimentaire mondiale. Alors, je parlerai aussi un peu de local, aux engrais azotés de synthèse. Alors tout à l'heure, Pascal Lequeux faisait un petit peu d'histoire, et moi aussi j'aime bien revenir un petit peu dans le passé. C'est un petit clin d'œil pour montrer que cette question de dans quelle mesure notre alimentation dépend ou pas des engrais azotés de synthèse. Il y a ce travail qu'avait publié un chercheur hollandais, Erisman, en 2008, donc ça fait presque 35 ans, où il avait fait un certain nombre de calculs. Attends, 2022. Oui, j'ai dû me tromper dans la... alors, vous avez... Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Oui. Voilà. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a deux axes des Y, parce qu'il y a des unités différentes. La courbe noire, là, c'est la population mondiale, avec des projections à l'époque, jusque un peu après 2000, et ça démarre au début du XXe siècle. Donc on est passé de un peu moins de 2 milliards à 7 milliards. Alors les losanges bleus, c'est l'usage des engrais. Alors c'est les engrais azotés, c'est exprimé en kilos d'azote par hectare et par an, en moyenne mondiale, donc de l'ordre de 30 kilos. Alors, ici, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est une moyenne mondiale. Et alors, ce qu'avait fait ce chercheur, c'est une estimation de quelle part de la population on pourrait nourrir s'il n'y avait pas ces engrais de synthèse. Et alors, le résultat de ce travail, enfin de ce calcul, c'est la courbe en pointillé, là. C'est la part de la population qui est nourrie grâce à l'existence des engrais de synthèse qui sont fabriqués, je le rappellerai juste après, par le procédé Haber-Bosch, et on arrive à peu près au chiffre de 50%. Donc il y avait cette idée que la moitié de la population mondiale devait son existence à l'existence des engrais azotés de synthèse, parce que s'il n'y avait pas les engrais azotés de synthèse, ces gens n'existeraient pas puisqu'on n'aurait pas pu les nourrir. Voilà, donc une question qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qu'on va reprendre. Alors, le sommaire de ma présentation, je vais faire quelques rappels historiques sur un petit peu cette relation agriculture, engrais azotés de synthèse, quelques dates clés, tout le travail qui a été fait en matière d'accompagnement R&D pour le raisonnement de la fertilisation, revenir un petit peu sur les enjeux, et puis ensuite le cœur de mon sujet, une tentative d'évaluation de ce que produirait l'agriculture au niveau mondial si elle n'avait pas à sa disposition les engrais de synthèse. Alors, un petit retour en arrière, historique. Vous savez que les engrais azotés de synthèse sont produits grâce au procédé mis au point, découvert par le chimiste, les chimistes Haber-Bosch au début du XXe siècle. C'est la production d'ammoniac, NH3, voilà, à partir du diazote de l'air. Alors ça, c'est pas un souci, parce qu'il y en a énormément à disposition, et de l'hydrogène qui, lui, provient du gaz naturel CH4. Donc on voit déjà ce lien entre la production des engrais de synthèse et gaz naturel qui fournit l'hydrogène et qui fournit l'énergie, d'où tous les soucis qu'on a actuellement, sur lesquels on reviendra. Alors, depuis la mise au point de ce procédé de synthèse
de l'ammoniac, eh bien, la production d'engrais azotés et leur utilisation a considérablement augmenté. Hein, donc vous avez ici, il y a le total, mais ce qu'il faut regarder, c'est la courbe des quantités d'azote utilisées au niveau mondial. Et puis ça, c'est le phosphore, et ça, c'est le potassium. Donc depuis les années 60, la quantité d'engrais azotés utilisée a été multipliée par 8. Vous pouvez retenir ce chiffre parce que tout à l'heure, on compara à d'autres ordres de grandeur de 100 millions de tonnes par année. Alors, toujours cet aspect un petit peu historique, mais ça a déjà été évoqué par Pascal Lequeux. Dans les années 60-70, effectivement, le mot d'ordre, c'était produire. Hein, on sortait de la guerre, l'économie européenne était exsangue, l'agriculture y compris. L'enjeu, c'était de reconquérir une certaine autonomie, et donc les engrais azotés, c'était avant tout un moyen de produire un fertilisant. Alors les premières alertes, elles sont venues dans les années 80, avec cette question de l'impact des nitrates sur la potabilité de l'eau. Alors côté INRA à l'époque, il y a eu ce rapport de notre directeur général en 1978 pour une agriculture plus économe et plus autonome, qui notamment prenait cette question des nitrates dans l'eau qui posait souci. Au niveau européen, la première directive nitrate, elle est apparue en 1991. Un peu plus tard, dans les années 90, ça a été la question de l'eutrophisation, hein, le fait que les apports d'éléments minéraux, azote, phosphore, dans les écosystèmes aquatiques provoquaient ces proliférations d'algues dont on parle encore régulièrement aujourd'hui, avec, au niveau européen, la première directive cadre sur l'eau en 2001 et un plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes en 2010. Alors si on continue à avancer dans le temps, les années 2000, bon oui c'est alors le changement climatique, bon, dont on parlait déjà avant, mais le troisième rapport du GIEC dans les années 2000 a établi de manière, avec une certitude beaucoup plus affirmée qu'auparavant, que ce changement climatique, non seulement il était là, mais il était bien dû aux activités humaines, et le protoxyde d'azote, qui est lié à l'utilisation des engrais azotés, y contribue. Alors pas autant que le CO2 lié au combustible fossile, mais quand même. Hein, et donc vous avez là l'évolution des concentrations dans l'atmosphère depuis, en revenant 2000 ans en arrière, le dioxyde de carbone, CO2, bon, avec l'augmentation à partir du milieu du 19e siècle, liée à l'utilisation du charbon, du gaz et du pétrole, mais on a la même tendance pour le méthane, on en reparlera un peu, et puis le protoxyde d'azote N2O. Alors il y avait eu une publication qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, en 2008, parce qu'on parlait beaucoup des agrocarburants, et ce chercheur avait montré que ce que permettaient les agrocarburants en termes de moindre émission de CO2, en fait on le reperdait parce que pour les produire il fallait mettre de l'azote et on émettait du N2O, gaz à effet de serre, et donc finalement on n'était pas gagnant. Voilà. Dans ces années-là, il y a eu aussi les premières alertes sur la contribution des composés azotés gazeux à la dégradation de la qualité de l'air, notamment du fait de la volatilisation ammoniacale et des NOx. On avance toujours en 2010, enfin dans les années 2000-2010, hein, c'est cette notion de cascade de l'azote, et puis une grande opération européenne, European Nitrogen Assessment. En gros, c'était l'idée que là, on commence à élargir les échelles, c'est-à-dire l'azote, il n'a pas que des conséquences environnementales au niveau local, mais
il a des conséquences à un niveau plus large, et puis surtout il y a une cascade d'effets, c'est-à-dire l'azote qu'on fait rentrer, l'azote qu'on fabrique pour faire des engrais, qu'on épand sur des parcelles, et bon, bien sûr, une partie peut être lessivée, ça on le savait depuis longtemps, il peut y avoir des pertes gazeuses, mais surtout ce qui va, par exemple, aller vers l'élevage, va à nouveau donner lieu à du lessivage, de la volatilisation ammoniacale, des dépôts d'azote dans des écosystèmes autres que les écosystèmes agricoles, mais qui à leur tour vont donner lieu à des transformations de l'azote et à des émissions de N2O. Donc il y a cette notion de cascade d'effets et l'idée que l'azote réactif qu'on utilise en agriculture, il se déplace, il se transforme et il impacte l'ensemble des compartiments de l'environnement. Et puis, si on se rapproche encore un peu plus d'aujourd'hui, les années 2020, depuis que je suis arrivé, vous en avez parlé plusieurs fois, l'aggravation de la crise climatique, la pandémie, et puis l'invasion de l'Ukraine, la montée en puissance de ces préoccupations autour de l'autonomie, de la souveraineté alimentaire, la flambée du prix des engrais. Alors c'est un graphique que j'ai fait, alors ça bouge très très vite depuis les années 2005, donc ça c'est en indice, le prix de l'ammonitrate, alors quelque chose que vous connaissez bien, la période 2008 où il y avait eu une première flambée des prix et qui avait donné lieu à des émeutes de la faim, et puis là on est en 2022 avec une multiplication par 3 voire 4 du prix des engrais azotés et un fort retour des préoccupations de sécurité alimentaire mondiale. Alors si on regarde l'utilisation des engrais en France, alors j'aime bien ce graphique parce que il part d'assez loin. On voit bien la période de l'après-guerre, des 30 glorieuses, avec l'augmentation de l'utilisation des engrais, N, P, K. Et puis on voit on voit l'effet d'événements un petit peu historiques où il y a eu le premier choc pétrolier avec l'augmentation du prix de l'énergie et donc du prix des engrais dans la première guerre israélo-arabe. On voit aussi au niveau de l'évolution de la PAC avec le découplage de la réforme McCharry. Mais ce qu'on voit surtout, c'est autant on a réduit les apports de P et de K, autant sur l'azote, on a stabilisé, un petit peu réduit, mais pas dans les mêmes proportions que pour P et K. Alors j'ai ajouté ce petit graphique qui est en fait le même, mais à une autre échelle, mais qui a l'avantage d'aller plus loin, parce que celui-là n'est pas tout à fait à jour, il s'arrête en 2012, donc là ça va jusqu'en 2018, et on voit que, en gros, on est sur une stabilité actuellement. Alors je peux pas, je me suis dit que je ne pouvais pas intervenir ici sans évoquer tous les travaux qui ont été faits pour accompagner un usage raisonné des engrais azotés, parce qu'au niveau français, les travaux majeurs qui ont été faits dans ce domaine, ils ont été faits ici, dans cette région. Donc là aussi, je fais un petit retour dans le passé de ce qui a été fait au niveau R&D. Il y a eu la période des années 60-70 avec l'approche courbe de réponse. En gros, on essayait de déterminer quelle est la dose minimale d'engrais qui permet d'obtenir le maximum de rendement. Sachant que quand on fait ça, évidemment, chaque fois qu'on fait un essai différent, on a une courbe différente parce que ça dépend du contexte, du climat, du sol. Et donc, faute du fait de cette instabilité, la réponse était on en mettait plutôt plus que pas assez, et ça a sûrement contribué à l'augmentation massive des apports qu'on a illustrés dans les diapos précédentes. Alors il y a eu un premier apport conceptuel majeur qu'on doit à des anciens collègues INRA de cette région, Weber 1969,
c'est cette approche bilan, hein, l'idée que au lieu de faire des courbes de réponse, ben, c'est qu'on calcule la quantité d'azote minéral à apporter en fonction des besoins de la culture et puis d'un certain nombre de termes d'apport par le sol, par les apports organiques, et que ce qu'il fallait demander à l'engrais, c'était juste de couvrir le complément. Alors il y a eu ensuite un ensemble de travaux auxquels Sylvie et beaucoup d'autres ont contribué, hein, d'amélioration continue de ce calcul du bilan, avec de plus en plus de postes d'entrée et de sortie d'azote qui ont été pris en compte, un effort de connaissance des processus sous-jacents, et puis de quantification et de modélisation prédictive. Tous les résultats de ces travaux ont été capitalisés dans des outils que vous connaissez bien, des outils de prescription de fumure comme Azobil, Azodine, Azofer, des outils de pilotage, des outils de diagnostic, des modèles comme Styx que AgroTransfert utilise et contribue à améliorer, et donc on a à disposition des outils de raisonnement de la fertilisation basés sur un bilan complet qui intègre l'ensemble, la quasi-totalité des postes d'entrée-sortie d'azote et simulé en dynamique. Voilà. Et puis il y a toujours un effort avec maintenant des travaux qui sont un peu moins basés sur une approche bilan, mais un peu plus basés sur une logique de gestion adaptative. Alors, pour revenir à une idée que j'ai déjà un petit peu évoquée, tout cet effort d'accompagnement du raisonnement de la fertilisation azotée, ce que l'on voit, c'est qu'il a contribué à une stabilisation des apports d'azote, hein, on l'a déjà vu, voire une légère baisse, c'est la courbe verte. Il a contribué à une augmentation de l'efficience, l'utilisation des engrais, puisque la production, on a réduit un peu l'usage des engrais sans réduire la production, mais on n'a pas réduit l'usage des engrais à hauteur des enjeux environnementaux comme on l'a fait pour le phosphore. Sur l'azote, on a quand même du mal à réduire les apports. Or, les enjeux environnementaux restent importants. Alors j'en évoque deux, même si on en parle un peu moins aujourd'hui, parce que tout ça est un petit peu dilué par les autres préoccupations, climat, gaz à effet de serre, prix, etc. Il y a toujours cette préoccupation de qualité de l'eau. Quand on regarde les données statistiques hein, sur la qualité des eaux en France, dans ce graphique, on a, alors c'est là aussi en indice, dans les cours d'eau, entre 1998 et 2017, on voit que autant sur les phosphates, on a progressé, les teneurs en phosphate dans les eaux superficielles ont diminué, et c'est bien cohérent avec ce qu'on a vu avant, l'agriculture a réduit les apports de phosphore. Il y a aussi d'autres raisons, hein, c'est qu'on a progressé sur la maîtrise d'autres sources de phosphore en termes d'épuration des eaux usées. Par contre, sur les nitrates, oui, c'est stable, mais il n'y a pas vraiment de baisse. Alors, il y a tout un tas de raisons à ça. Et puis, même chose, hein, ça, ce sont l'estimation des flux d'azote et de phosphore au débouché, enfin, au niveau de l'estuaire des fleuves qui sont calculés, pardon. On voit que les quantités d'azote rejetées en mer au niveau du littoral français, autant pour le phosphore, ça a diminué, voilà, autant pour l'azote. Alors il y a une variabilité interannuelle forte, certainement due beaucoup au climat, mais on a du mal à faire diminuer les apports d'azote au niveau des estuaires. Voilà, donc il y a un enjeu qui demeure. Et puis il y en a un autre, évidemment, qui est montant, qui est l'enjeu climatique. Alors, ça a déjà été évoqué, hein, vous le savez, le N2O, c'est un gaz à effet de serre
presque 300 fois plus réchauffant que le CO2, et quand on exprime tout en CO2 équivalent, eh bien, le protoxyde d'azote, il représente 9% des émissions françaises de GES et presque la moitié des émissions agricoles. Voilà. Le reste, c'est le CH4. Alors le CH4, le méthane, c'est beaucoup l'élevage. L'autre moitié, c'est le protoxyde d'azote. Et finalement, le CO2, émis par les engins agricoles, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc., enfin, l'usage des carburants, c'est finalement assez peu. Les émissions agricoles, c'est avant tout du CH4 et du N2O. Et le N2O, c'est bien les engrais azotés qui sont à l'origine de ces émissions. Voilà, donc ça c'est le rappel des processus sous-jacents. Hein. Le protoxyde d'azote, il est émis lors des transformations de l'azote dans les sols, réaction de nitrification et de dénitrification. Ils sont caractérisés par une très forte variabilité spatiale et temporelle. C'est des choses difficiles à mesurer. Alors le GIEC estime ces émissions en utilisant ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Et ces facteurs d'émission, dans les dernières recommandations du GIEC, ont évolué plutôt un petit peu en défaveur des engrais minéraux. C'est-à-dire, auparavant, on considérait que le facteur d'émission pour les engrais minéraux, c'était de 1%, et maintenant c'est 1,6% de l'azote apporté qui donne lieu à du N2O. Voilà, d'où les chiffres que je rappelle ici. Presque 10% des émissions françaises de GES, c'est du N2O. Or, on a cette stratégie nationale bas carbone, que vous connaissez sans doute. Hein. Alors, le bleu, c'est les émissions. Le vert, ce sont ce qu'on appelle les puits de carbone. Donc les émissions françaises de gaz à effet de serre dans les années 2020, c'est à peu près 450, un peu moins de 450 millions de tonnes de CO2 équivalent. Et l'objectif, c'est d'arriver à la neutralité en 2050, donc d'avoir des émissions égales au puits pour être à la neutralité. Et donc pour y arriver, il faut diviser par 6 nos émissions, et il faut multiplier par 2 les puits de carbone. Alors, on pourrait beaucoup discuter là autour du rôle de l'agriculture, etc. Vous le savez sans doute aussi, hein, l'effort demandé à l'agriculture, il est moindre que l'effort demandé aux autres secteurs de l'économie, puisque globalement, on veut diviser par 6, mais ce qui est demandé à l'agriculteur, c'est diviser par 2. Donc, il y a une certaine reconnaissance du fait qu'en agriculture, il y a des émissions incompressibles. Mais divisé par 2, c'est moins difficile que divisé par 6, mais ce sera quand même difficile parce que les émissions, c'est du N2O, du CH4. Alors bien sûr, la plupart des scénarios prévoient une réduction de l'élevage pour émettre un peu moins de CH4, mais l'élevage qu'on gardera, les ruminants, c'est des ruminants, ils émettront toujours du CH4, on ne pourrait pas les empêcher d'émettre du CH4. Et donc il faudra bien faire quelque chose au niveau du N2O, quoi, si on veut diviser par 2. Donc il faudra que l'agriculture contribue à cet effort de réduction via un redoublement des efforts pour bien maîtriser la fertilisation azotée. Voilà, et je vous rappelle ce travail qui avait été fait par l'INRA sur comment réduire les émissions de gaz à effet de serre en agriculture. On avait produit ce graphique où on avait identifié 26 leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Alors la largeur des rectangles, c'est le potentiel d'atténuation. Et puis la hauteur, l'ordonnée, c'est le coût pour l'agriculteur de la tonne de CO2 évitée. Alors il y avait des actions qui rapportaient de l'argent aux agriculteurs, donc un coût négatif, des actions à peu près neutres, et puis des actions qui coûtaient à l'agriculteur. Et donc ce qui a été apparu dans ce travail, c'est que les actions qui visaient une meilleure maîtrise de l'azote, ça représentait 11 des 26 actions identifiées. Donc c'est pas si spontané que ça, réduction des émissions de gaz à effet de serre en agriculture, mais en fait la moitié des leviers presque, c'est sur l'azote.
C'est la maîtrise du cycle de l'azote et ça représentait un quart du potentiel d'atténuation via toujours plus d'efforts pour mieux raisonner la fertilisation, via les légumineuses, via aussi l'alimentation azotée des animaux, avec un intérêt de ces leviers azote, c'est qu'ils étaient souvent gagnants-gagnants, c'est-à-dire c'était à la fois moins de charges pour l'agriculteur et moins d'émissions, et puis des co-bénéfices vis-à-vis d'autres enjeux. Voilà, alors après ce panorama extrêmement rapide, j'en viens au cœur de mon sujet. Et si on voulait se passer des engrais azotés de synthèse, qu'adviendrait-il de la production agricole? Alors, ce que je vais vous relater, c'est le fruit d'un travail d'un doctorant. En fait, j'ai un petit peu triché parce que le travail sur lequel il a conduit, c'est un scénario d'expansion de l'agriculture biologique. Alors l'agriculture biologique, bien sûr, c'est pas d'engrais de synthèse, mais c'est pas que ça. Hein. C'est bien d'autres choses. Donc là, mais vous verrez que dans ce scénario agriculture biologique, le problème du manque d'azote est majeur. Donc même si il n'y a pas que ça en agriculture biologique, il y a aussi la question de la gestion des adventices, des maladies, etc. N'empêche que l'azote est majeur. Alors ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. Donc c'est un travail à l'échelle mondiale. Alors c'est des choses qui se font de plus en plus grâce aux données qu'on a maintenant à disposition, avec une haute résolution spatiale, c'est-à-dire on peut trouver des bases de données où sur chaque petite maille du globe, donc 10 km sur 10 km à l'équateur, donc ça fait 9 millions de mailles à l'échelle du globe, et sur chaque maille, on peut avoir des informations sur les sols, leur occupation, les cultures, la pluviométrie, voilà. Et du coup, on peut faire tourner des modèles sur chacune de ces mailles et puis ensuite faire l'intégration à l'échelle du globe. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'hypothèses, mais ce sont des exercices qui se font de plus en plus facilement. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est à l'échelle du globe et à cette résolution spatiale, de calculer ce que serait la production agricole si on passait en bio et que du coup on n'utilisait pas d'engrais de synthèse. Et donc, dans chacune de ces mailles, on a fait tourner forcément un modèle un peu simplifié de l'azote, avec... alors il y avait, parce qu'on a fait des scénarios où on faisait coexister bio et conventionnel, avec une part de bio qui pouvait aller de 0% à 100% de la SAU, avec un modèle pour la partie bio, où on n'avait pas d'entrée d'azote de synthèse, donc les seules entrées d'azote c'était la fixation symbiotique, les dépôts atmosphériques, et puis l'azote provenant des effluents d'élevage. Et puis, pour la partie conventionnelle, là, on avait des entrées d'azote par les engrais azotés de synthèse, avec, selon les scénarios, des échanges ou pas entre les deux. Parce que vous savez, ça fait l'objet de débats chez les bio. Est-ce qu'on accepte de prendre des effluents d'élevage des conventionnels ou pas? Donc, on a fait des simulations en acceptant ou pas des transferts d'azote sous forme d'effluents d'élevage entre les bio et les conventionnels. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, passer en bio, c'est pas juste s'interdire d'utiliser de l'engrais de synthèse, c'est tout un tas d'autres choses. C'est aussi des assolements qui sont plus les mêmes. Par exemple, on va avoir plus de légumineuses. Et c'est aussi un équilibre élevage-culture éventuellement modifié. Donc on a essayé de tenir compte de tout ça, à savoir tenir compte des modifications d'assolement, des modifications des équilibres culture-élevage,
Voilà, et pour calculer la disponibilité en ressources azotées, la productivité des systèmes agricoles et le degré de satisfaction de la demande alimentaire mondiale. Alors, je vous dis, toutes les publications scientifiques dans lesquelles il y avait des données bio et des données conventionnelles. Alors, il y a beaucoup de travaux où l'objectif, c'est comparer les rendements en bio et les rendements en conventionnel. Mais lui, c'est pas ça qu'il regardait. Il regardait quelle était la succession de cultures en bio et quelle était la succession de cultures en conventionnel. Et il a comparé quelles étaient les espèces qui étaient plus présentes en conventionnel qu'en bio ou moins présentes en conventionnel qu'en bio. Et sans surprise, par exemple, alors sur ces graphiques, si on regarde le cas de l'Europe, quand la barre est à gauche, c'est que la catégorie d'espèces est moins présente en bio qu'en conventionnel, et quand la barre est à droite, c'est l'inverse. Donc là, on a par exemple, on retrouve le fait qu'en bio, on a plus pulse et des légumineuses, hein, on a plus de légumineuses, on a plus de prairies temporaires, de cultures fourragères. Par contre, on a moins de céréales primaires, de type blé. Voilà. Et donc, ces modifications d'assolement et de succession de cultures entre bio et conventionnel, on les a introduites dans nos simulations. C'est-à-dire que dans nos simulations où on simule des scénarios bio, eh bien, on a des successions avec plus de légumineuses et du coup plus d'entrée d'azote par fixation symbiotique. Voilà. Alors, quelque chose de difficile aussi, c'est que on ne peut pas imaginer un scénario 100% bio sans revoir aussi la place de l'élevage et de l'équilibre entre élevage, parce que, par exemple, dans nos successions bio, on introduit plus de production fourragère, mais il faut aussi des animaux pour... Voilà. Donc on a... Alors, c'est une partie délicate du modèle et fortement contestable. Hein. On a fait un travail d'optimisation, c'est-à-dire que dans chaque maille, on a estimé quel est le nombre d'animaux optimal pour maximiser la production alimentaire, sachant que si on met trop d'animaux, et en particulier trop de monogastriques, ben c'est concurrent pour l'homme. Par contre, si on ne met pas assez d'animaux, eh bien, on a moins d'effluents d'élevage, et comme on n'a pas le droit aux engrais de synthèse, on a moins d'apport d'azote via les effluents d'élevage. Donc il y a une espèce d'optimum à trouver dans le scénario bio concernant la place de l'élevage. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait par optimisation. Voilà. Sinon, ben, on a simulé le rendement des cultures en fonction de la disponibilité en azote dans les sols, calculée dans chacune de nos grilles, de nos mailles. Alors on a tenu compte, alors tout ça c'est issu de données de la bibliographie, hein, parce qu'évidemment en bio, le rendement il n'est pas seulement limité par l'azote, il est limité aussi par le fait qu'on maîtrise moins bien les bioagresseurs. Donc on a estimé la perte de rendement due aux bioagresseurs, et puis ensuite on a fait un calcul, une courbe de réponse très simple du rendement aux apports d'azote au sol. Voilà, alors je passe toute la traque aux résultats. Donc ça c'est une carte du monde où vous avez les zones où on fait de l'agriculture. Là où on ne fait pas d'agriculture, c'est parce qu'il y a de la forêt, où il fait trop froid, où il fait trop sec, voilà. Donc on a les zones de production agricole, l'Europe, l'Ukraine, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, sauf en Amazonie. Voilà. Et quand c'est bleu, ça veut dire qu'on produit plus dans le scénario 100% bio que dans le scénario 100% conventionnel. Et quand c'est jaune, marron, c'est qu'on produit moins en bio qu'en conventionnel. Ce que donne cette simulation pour un scénario 100% bio,
très très théorique, hein, le scénario la planète entière passe en bio, c'est qu'on réduit de moins 34% la production alimentaire exprimée en calories. Donc on produit moins de nourriture. C'est en grande partie dû à une baisse de la production végétale, hein, qui est en gros divisée de moitié. Et finalement, on retrouve un peu notre 50% là, de ma toute première diapo. Et cette baisse de la production, elle s'explique à 77% par une déficience en azote. Le reste, c'est effectivement les bioagresseurs ou le changement des successions. Et donc, alors ça, c'est la carte de l'azote manquant, de l'azote qui manque pour atteindre le rendement potentiel en bio, si l'azote n'était pas limitant. Et donc, plus c'est vert, plus il manque de l'azote. Et donc, en moyenne mondiale, hein, vous voyez qu'on n'a pas peur, on fait des moyennes mondiales, etc. Il manque de l'ordre de 30 kg par hectare, hein, parce qu'en bio, voilà, on a activé les leviers, plus de légumineuses, etc. On a optimisé l'élevage, mais il manque quand même de l'azote, 30 kg par hectare, ce qui fait 36 téragrammes. Alors c'est à comparer aux 100 téragrammes d'apport par les engrais minéraux qu'on a vu un petit peu avant. Voilà. Alors ça c'était le scénario radical, 100% bio, totalement irréaliste quelque part. Et donc on a examiné des scénarios intermédiaires. Alors dans ces scénarios intermédiaires, on a bien sûr fait varier la part du bio de 0, ce qui est quasiment la situation actuelle. Hein. À l'échelle du monde, le bio c'est 2-3% de la SAU. En France c'est plus, mais à l'échelle du monde c'est peu. Donc on a fait varier la part du bio entre 0 et 100%. Alors on a fait varier aussi, puisque vous savez, il y a souvent cette idée, oui mais on mange trop, enfin, en tout cas dans certaines parties du monde, et que déjà on peut adapter nos régimes alimentaires et que peut-être du coup, même si on produit moins, ça pourrait passer si on adapte nos régimes alimentaires. Donc on a fait deux scénarios. Le scénario business as usual, c'est-à-dire on continue à manger comme actuellement, et puis un scénario qu'on pourrait qualifier de sobre, c'est-à-dire au lieu de consommer en moyenne mondiale 2700 kilocalories par habitant et par jour, on se contente de nos besoins physiologiques de 1200. On a fait varier aussi les pertes et gaspillages, puisqu'on dit souvent que voilà, 25 à 30% de ce qu'on produit est perdu, jeté à différents endroits de la chaîne, et qu'on pourrait réduire ça, et que ça pourrait faciliter les choses. On a aussi fait varier les sources d'azote qu'on pourrait mobiliser ou pas en bio. Alors vous savez que ça fait débat chez les bio. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'autorise à utiliser de l'azote recyclé, notamment l'azote issu des urines, l'azote des boues de stations d'épuration, etc. Bon. Donc en mobilisant des sources supplémentaires d'azote, on peut davantage réussir à boucler le bilan. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure aussi, avec ou sans utilisation d'effluents d'élevage provenant de l'agriculture conventionnelle, si on s'interdit ça côté bio, évidemment on se prive d'une source d'azote. Si on se l'autorise, on a une ressource en azote supplémentaire. Voilà. Et donc le graphique que je vais vous présenter après, il explore tous ces scénarios. Alors vous avez en colonne, là, c'est la part du bio, qui va de 20 à 100%. C'est avec ou sans les effluents d'élevage du conventionnel, avec ou sans la mobilisation d'azote des eaux usées. Voilà. Et quand c'est vert, dans le graphique suivant, quand ce sera vert, c'est qu'on peut nourrir le monde. Et quand c'est rouge, c'est qu'on ne peut pas nourrir le monde. Et puis le chiffre indiqué quand c'est rouge, c'est la quantité d'azote qui manquerait pour nourrir le monde. Voilà. Et donc ça donne la chose suivante.
Donc là, j'ai tous mes scénarios. Alors, la part du bio, qui va de 20 à 100%, avec ou sans les effluents d'élevage des conventionnels, avec ou sans l'azote des eaux usées. Et puis là, c'est avec, on continue à manger comme actuellement, ou là, le régime sobre, et puis là, on réduit ou pas les pertes et gaspillages. Ce que l'on voit, c'est que les scénarios où il y a plus de 60% de bio, ben ça passe pas, hein, c'est rouge. Voilà. Par contre, dans les scénarios jusqu'à 40-60% de bio, ça peut passer si on réduit les pertes et gaspillages, si on mange moins, si on s'autorise l'utilisation des effluents d'élevage, des conventionnels. Voilà. Bon, donc ici on explore la gamme des possibles selon les efforts que l'on fait dans tel ou tel domaine pour combler le manque d'azote dans le cas des scénarios bio. Voilà, donc alors ça c'est une autre manière de représenter les résultats, hein, où c'est le nombre de personnes nourries. Voilà, qui va diminuer. Donc ça c'est pour le scénario 60% bio. Du fait des stress autres que l'azote, on va passer de 7,3 millions à 6,5. Du fait de la limitation par l'azote, on va passer à 3,5. Voilà, mais on peut remonter la pente si on redesign l'élevage, c'est-à-dire on associe mieux l'élevage et la production végétale, on utilise les fumiers des conventionnels et on change nos habitudes alimentaires et on réduit les pertes et gaspillages, et à ce moment-là, le scénario 60% bio peut passer. Voilà. Mais c'est avec pas mal de conditions. Voilà donc les quelques conclusions de ce travail. Sous scénario 100% bio, on aurait une forte limitation de la production agricole du fait de la disponibilité en azote. On réduirait de 40% la production agricole et alimentaire, même en tenant compte de la part des légumineuses dans les assolements et en reconfigurant l'élevage. Depuis, il y a d'autres travaux qui ont bien confirmé ce type de résultat. Néanmoins, des scénarios avec une part croissante de bio sont quand même faisables et permettraient d'assurer la sécurité alimentaire mondiale, mais à condition d'un ajustement en même temps des régimes alimentaires, de la réduction des pertes et gaspillages. Et donc en bio, ce que le travail fait, c'est qu'il y a bien une problématique de comment trouver de l'azote et comment mobiliser de nouvelles ressources en azote dans des scénarios bio. Alors il y a différents leviers, des cultures intermédiaires, fixatrices, d'autres ressources, etc. Voilà, merci pour votre attention.